Bonjour à tous, nous avons atteint la barre des 100 participants. Merci d'être tous massivement présents pour cette matinale. Je suis Alison Paquette, je suis la déléguée générale de l'Union professionnelle du génie écologique et vous êtes au sein du troisième épisode de notre podcast UPGE Décrypte qui invite différents partenaires institutionnels, privés ou autres, pour venir aborder avec nous des sujets et partager de l'information au service du collectif. Et ce matin, nous avons la chance de recevoir Maxime Zucca du Conseil national de la protection de la nature. Vous êtes massivement intéressé. C'est le premier podcast où nous avons autant de participants. Merci Maxime. Euh, Cet épisode est enregistré. Vous pourrez le revoir évidemment en replay sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Et donc, pour la suite de la séance, nous vous demandons de bien vouloir garder vos micros éteints jusqu'à la fin de la présentation de Maxime et nous garderons 5 à 10 minutes à la fin, peut-être pour sélectionner une ou deux questions, malheureusement pas toutes, afin que Maxime puisse poursuivre l'échange un peu plus directement avec vous. Maxime, merci et bienvenue. La parole est à toi et encore merci. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être connectés si nombreux. Je me demande si la salle, elle n'est pas jaugée à 100 d'ailleurs, tu as vu, parce que ça semble bloqué à 100. Je sais pas si c'est... Théoriquement, non. Donc, Bah, c'est juste un hasard alors. Alors, je vais vous présenter déjà en deux mots le CNPN et puis, bon, la plupart d'entre vous, je pense, connaissent assez bien l'instance. Et après, je vais surtout détailler en 40 minutes environ notre mode de fonctionnement interne et la manière que l'on a d'évaluer, de donner des avis sur les dossiers, quels sont les critères importants, qu'est-ce qu'on regarde en priorité, euh, des choses que vous savez, des choses que vous savez peut-être moins. Alors, donc le CNPN, c'est une vieille dame, hein, ça a été créé en 1946 au sortir de la guerre, et donc les missions globales sont encadrées par le Code de l'environnement. Et en particulier, l'une des missions du CNPN, c'est que les dérogations à la protection stricte des espèces doivent être prises après l'avis du CNPN ou du CSRPN selon les espèces concernées. Une évolution importante du Conseil a été apportée par la loi pour la reconquête de la biodiversité en 2016. Avant cela, le CNPN était représenté était composé de membres qui représentaient des structures. Et depuis 2016, et en l'occurrence depuis la recomposition en 2017 du CNPN, les membres siègent in situ personae. Et donc de 2017 à 2022, on avait le CNPN qui était présidé par Serge Muller, que j'ai vu connecté. Et depuis 2022, il est présidé par Loïc Marion. Donc, le CNPN, on est 60 membres qui sommes désignés par le ministre en dernier ressort avec un processus de décision que je ne vais pas détailler ici, d'ailleurs dont je ne connais pas l'ensemble des détails, mais c'est sur candidature. Il y a 60 membres. Le CNPN plénier qui est présidé par Loïc Marion et vice-présidé par Martine Bigan, avec le secrétaire qui est Serge Urbano. Alors, le plénier, on y examine, donc il se réunit 11 fois par an, on y examine les saisines qui sont relatives aux textes de loi, de règlement, aux décrets, aux arrêtés. Les saisines relatives aux stratégies nationales, la SNB nous a donné beaucoup de travail, par exemple. On passe également en plénier les demandes relatives aux dérogations qui concernent certaines espèces à enjeu sociétal fort, typiquement les sujets liés aux loups, aux ours, aux lynx, aux bouquetins, aux dauphins, notamment lorsqu'il s'agit de sujets non liés à des projets d'aménagement, mais liés justement à des projets de décret d'arrêté ou typiquement la question des dauphins dans le golfe de Gascogne. Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, puisqu'ils ont changé, passent également en plénier. Et puis, le CNPN a la possibilité de s'autosaisir lorsqu'un sujet lui semble nécessiter. Et ça passe. Les autosaisines sont également traitées en séance plénière. Ensuite, on a une commission espace protégé qui est présidée par Philippe Billet et dont le vice-président est Jean-Philippe Sibley, qui va examiner les saisines relatives à la création de parcs naturels régionaux et à leur charte, et notamment également leur renouvellement, les saisines relatives à la création de réserves naturelles nationales, biologiques, la saisine relative à la création de parcs nationaux et les saisines relatives à la labellisation de sites Ramsar. Eux aussi se réunissent 11 fois par an. Et enfin, la commission
que la plupart d'entre vous connaissez le plus, puisque c'est celle à laquelle vous êtes amenés parfois à participer, la commission espèces et communautés biologiques, qui est présidée par Niels de Pracontal et dont je suis le vice-président. Et nous examinons principalement deux types de grands dossiers, les dossiers de dérogation espèces protégées, qu'il s'agisse des projets d'aménagement, mais aussi des demandes scientifiques, des demandes de centres de soins, des demandes d'effarouchement, de destruction ponctuelle, des manifestations sportives, et les saisines, les demandes, pardon, les évaluations et les projets de plans nationaux d'action, et aussi des plans nationaux de gestion de restauration pour des espèces non protégées. En 2022, la commission ECB, nous avons, alors on n'a pas encore fait notre bilan 2023, donc là je vais vous présenter les résultats 2022. Nous avons examiné 16 plans nationaux d'action, 113 demandes de dérogation hors projet d'aménagement, donc ceux que je vous ai détaillés juste avant, et 205 demandes de dérogation concernant des projets d'aménagement. Donc vous voyez, plus de 330 dossiers environ. Et évidemment, tout ne peut pas être traité en séance. L'examen des PNA, alors les PNA faune, on les traite tous en séance, en commission ECB. Les PNA flore, l'avis est préparé en amont, en séance du groupe de travail Flore Fonge Habitat, et ensuite la commission ECB valide et éventuellement complète l'avis de ce groupe de travail. Mais ça nous fait gagner un certain temps. En ce qui concerne les projets d'aménagement, on en passe 3 ou 4 par séance, on ne peut pas en passer plus, puisqu'il nous faut au moins 1 heure et demie d'échange en tout, avec le temps de présentation du pétitionnaire, le temps des échanges entre les membres, le temps d'un échange avec l'ADREAL et après une délibération et un vote. Donc en 2022, on en a passé 32 dans l'année. Vous voyez que 32 sur 205, ça implique que beaucoup des demandes passent en rapportage par binôme. Ça, c'est quelque chose qui a changé par rapport à la précédente mandature de 2017-2022. C'est que malgré la quantité de travail que ça demande et le peu de membres disponibles, parce que sur les 42 membres de la commission, il y en a 21 qui sont suppléants, et tous et toutes n'ont pas forcément l'envie, enfin surtout la possibilité, les connaissances pour rapporter des dossiers. On a des spécialistes de la Nouvelle-Calédonie, on a des spécialistes liés au milieu marin qui ne vont pas être adaptés à tous les milieux terrestres. Donc, 84% des dossiers sont rapportés par binôme avec une relecture systématique du vice-président et du président. Et puis, on a parfois en séance, voilà, les dossiers hors aménagement, eux, ils sont tous rapportés également à distance. On en traite parfois quand il y a des gros enjeux. Typiquement, en 2022, c'était la course transjurassienne qui passe régulièrement en séance quand elle est là, parce qu'il y a des gros enjeux grand tétra et lynx. Donc, en termes de dynamique dans le temps des dossiers examinés, forcément, depuis 2020, lorsqu'il y a eu la nouvelle répartition des dossiers entre CNPN et CSRPN, eh bien, on assiste à une certaine chute du nombre de dossiers examinés en CNPN. On est maintenant autour de 200. J'ai regardé rapidement en 2023, on est à 208, donc la dynamique est semblable. On pourrait discuter, il y a beaucoup de choses à dire sur cette frise, mais je ne vais pas m'étendre davantage. C'est pour avoir un ordre de grandeur. Et donc, globalement, un quart des dossiers que l'on examine sont des dossiers d'infrastructure linéaire, routes, voies ferrées essentiellement, et un quart des dossiers d'urbanisme, donc des ZAC, des nouveaux quartiers. Parfois, ça peut inclure des rénovations de bâtiments avec des impacts sur certaines chauves-souris. On en voit passer quelques anciennes peines, même si la plupart n'ont pas vocation à passer anciennes peines, mais ça peut arriver. 20% des énergies renouvelables, 13% les carrières, 11% des projets de... Alors les cours d'eau, forage, ça inclut des restaurations, renaturation, réfection de digues. Parfois, c'est au contraire du réendiguement, parfois, c'est du relâcher de pression. Et en termes géographiques, on a beaucoup de dossiers qui proviennent de la moitié sud de la France, pas mal de dossiers du Grand Est, et puis des régions dans lesquelles on a beaucoup moins de dossiers qui remontent en CNPN, et c'est notamment le cas de la Bretagne, de la Normandie, de la région Centre-Val de Loire. En 2022, nous avions, parmi tous les avis de projets d'aménagement que nous avons examinés, 50% ont reçu un avis favorable, donc autant ont reçu un avis défavorable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on a des dossiers en deuxième ou en troisième passage, le nombre d'avis favorables augmente, puisque les dossiers se sont nettement améliorés. Donc, on est à 75% d'avis favorables pour des dossiers qui repassent sur 38 dossiers.
Et vous pouvez voir dans ce tableau que ce qui fait beaucoup pencher la balance en faveur des avis défavorables, ce sont les projets d'énergie renouvelable, qui sont en fait le seul type de projet pour lequel on a plus d'avis défavorables que favorables. Je vous rassure, c'est pas parce que le CNPN est contre les énergies renouvelables, bien au contraire, c'est parce que les dossiers qui nous sont présentés sur les énergies renouvelables sont fréquemment ceux qui présentent le plus d'écueils. Urbanisme, infrastructure linéaire, énergie renouvelable. Voilà, je ne sais pas qui a parlé, c'est pas grave. Et, euh, et donc, des choses à avoir en tête lorsque vous présentez un dossier en CNPN. C'est que les membres, comme vous le savez certainement, sont des membres bénévoles qui vont travailler essentiellement le soir ou le week-end à préparer des énormes dossiers qui nous sont présentés soit en séance, soit en rapportage, qui vont donc consacrer 10, 20 heures à rapporter un dossier. Et donc, avoir un dossier clair avec des petits résumés en fin de chapitre, bien illustré, dans lequel l'information est facile à trouver, c'est essentiel. Si vous voulez déjà maximiser vos chances d'être compris. Parce que parfois, c'est effectivement ce qui peut faire aussi parfois la différence lors d'un passage en séance, puisque je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent passer en séance. Vous avez la possibilité de répondre, d'expliquer des choses qui ne sont pas claires dans le dossier, mais malheureusement, vous le voyez, on ne peut pas faire passer tous les dossiers en séance. Donc, clarté dans le dossier, c'est essentiel. De même, éviter des dossiers qui font 1000 pages. Un juste équilibre entre une information complète et un nombre de pages. C'est ce qu'on attend, évidemment, quand on a des dossiers extrêmement complexes sur des voies, une voie LGV de 300 km. On ne peut pas se contenter de 300 pages, on le sait, mais pour d'autres dossiers, on peut aller à l'essentiel. Fait important, on le rappelle souvent, il y a peut-être un dixième, 10% des dossiers dont ce n'est pas le cas. Un dossier de dérogation doit être autoportant. On doit trouver toute l'information qui est nécessaire pour son examen dedans. On n'a pas à aller chercher une information importante dans l'étude d'impact ou dans un autre volet du dossier. Et on vous recommande d'y inclure des précisions sur les autres mesures compensatoires, telles que celles qui sont prévues au titre de la loi sur l'eau, puisqu'elles viennent quand même éclairer les efforts que vous avez menés en matière environnementale. C'est aussi important d'y inclure les éventuelles compensations défrichement, parce que là, comme ça, on comprend aussi mieux les impacts d'un projet. À vous de voir ce qui vous paraît utile d'être inclus, mais sans en faire trop. Et donc, une remarque, une surprise qui est revenue régulièrement lorsque nous discutions, que ce soit avec l'UPGE ou avec certains d'entre vous en bilatéral, c'est ah, mais depuis quelques années, le CNPN donne son avis sur la raison impérative d'intérêt public majeur, alors que le CNPN, c'est un organe scientifique, il est censé donner son avis sur la biodiversité, pas sur des sujets sociétaux. Or, le CNPN, je vous l'ai dit, nous sommes saisis pour avis sur une demande de dérogation espèce protégée. Une demande de dérogation espèce protégée, elle est délivrée si elle remplit trois conditions d'octroi. Et donc nous, c'est normal, c'est de notre responsabilité d'examiner ces trois conditions d'octroi. Et donc, nous examinons la raison impérative d'intérêt public majeur, avec évidemment la part de subjectivité que cela inclut, et surtout le fait que le Conseil d'État a reprécisé, et en tout cas, nous, c'est clairement notre avis également, que cette raison impérative d'intérêt public majeur, elle doit être mise en balance avec les impacts sur la biodiversité d'un projet, la biodiversité étant elle-même d'intérêt public. Et donc, c'est à ce niveau-là que se situe la plus-value du CNPN. Après, il est très, très rare que l'on donne un avis défavorable à un dossier uniquement basé sur une RIIPM qui nous paraît non remplie. Ça peut orienter un avis quand il y a beaucoup d'autres choses qui ne vont pas, qui ne répondent pas aux conditions d'octroi dans le dossier. Mais on sait à quel point cette notion peut être non pas subjective, mais sujette à interprétation. Et d'ailleurs, elle est là pour que ce soit le juge qui tranche à la fin ou le préfet avant le juge. Mais en tout cas, c'est normal que les experts CNPN donnent également leurs sentiments sur le fait que cette RIPM est recevable ou non. La deuxième des conditions d'octroi, qui est extrêmement importante et qui n'est pas systématiquement bien traitée, certaines fois très bien, certaines fois peu, c'est l'absence de solutions alternatives satisfaisantes de moindre impact sur la biodiversité. Alors elle doit être démontrée à plusieurs niveaux. Et le premier, c'est le plus difficile pour vous, puisque en général, vous arrivez, enfin vous, pour le maître d'ouvrage, puisque vous arrivez déjà à un moment où le projet est plus ou moins défini. Mais c'est quand même le travail du CNPN, et là encore, on ne va pas
rendre un avis défavorable uniquement sur cette base, sauf cas exceptionnel, mais c'est quand même le travail du CNPN de vérifier qu'elle est remplie, et notamment, est-ce que pour atteindre l'objectif recherché, par exemple une décongestion des embouteillages, est-ce que la solution apportée est celle qui a le moins d'impact sur la biodiversité? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution avec une autre alternative avec des impacts moindres sur la biodiversité permettant d'atteindre le même objectif? C'est l'essence, l'esprit de la loi pour nous. Et donc là, c'est également au maître d'ouvrage de faire cette démonstration, en tout cas de chercher à la faire. Et puis, si en matière, s'il s'avère que, par exemple, des réseaux de transport en commun seraient plus appropriés, il peut aussi expliquer en quoi, lui, ça sort de son domaine. C'est plus du tout son savoir-faire et c'est quelque chose qui peut être expliqué et compris dans l'analyse des alternatives. Ensuite, est-ce qu'il y a des variantes pour le même type de projet? Donc, par exemple, restons sur la route, différents tracés qui soient de moindre impact et qui permettent d'atteindre l'objectif recherché. Et attention, là, quand on a trois variantes qui nous sont proposées, qui sont trois variantes qui passent chacune à travers une SNIEF, ou que les deux autres variantes passent à travers des réserves ou des SNIEF, et que du coup, on choisit la variante euh, la moins impactante de manière un peu simple comme ça se voit. Donc, il faut, c'est rare, hein, mais c'est arrivé. Et enfin, qu'il n'y ait pas, et ça c'est très fréquemment oublié, parce que autant la deuxième, c'est celle qui est le plus traitée, le troisième type de solution alternative, c'est les solutions techniques. Que pour le même projet, mettons par exemple une restauration de rivière, qu'il n'y ait pas des solutions techniques de moindre impact et qui permettront également d'atteindre l'objectif recherché. Et ça doit absolument être démontré. Donc vous voyez, ces deux conditions d'octroi sont centrales, et celle qui constitue le cœur de votre métier, de notre métier, c'est la troisième, qui est le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, avec toute l'interprétation de cette notion d'aire de répartition naturelle, mais qui est quand même considérée comme une aire de répartition locale et non pas européenne. Donc là, dans cette troisième condition d'octroi, on va évaluer la mise en œuvre de la séquence ERC et on va évaluer l'atteinte de l'objectif théorique d'absence de perte nette de biodiversité. C'est une doctrine qui est largement basée sur les guides et sur les lignes directrices issues du ministère. On n'invente rien. Et, euh, et alors là, ce que ce que j'ai ajouté en dessous, c'est que même si on a une approche très espèce protégée dans un dossier de dérogation espèce protégée, n'oublions pas que la réglementation, elle inclut la protection des aires de repos ou d'alimentation, sauf pour les plantes, et donc la fonctionnalité de l'écosystème. De même, une espèce protégée, sa viabilité va également dépendre des interactions avec de nombreuses autres espèces, protégées ou non, dont l'abondance peut déterminer celle des espèces protégées. Donc nous, dans l'analyse de cette condition d'octroi, on n'a pas des lunettes strictement bornées sur les espèces protégées. On attend quand même une approche écosystémique, mais évidemment, toute proportion gardée, on ne vous demande pas d'aller faire des analyses de sol pour tous les projets, etc. Mais ne pas être strictement orienté espèces protégées, c'est important. Et donc, la base, l'importance de ce diagnostic préliminaire, pardon, je partais sur les inventaires faune flore. Avant les inventaires faune flore, enfin, une partie déjà des inventaires faune flore, c'est déjà d'être en mesure de faire un diagnostic préliminaire. Ça, c'est un travail qui incombe déjà à un bureau d'études, normalement, euh, pour pouvoir dire à au maître d'ouvrage, au pétitionnaire, à la personne qui vous a demandé votre assistance, de l'indiquer si son projet est a priori situé sur des espaces à forte biodiversité et qu'il aura beaucoup de mal à se faire. En particulier, il y a deux aspects du Code de l'environnement qui sont essentiels à ce stade. C'est le L110.1, qui est le principe d'action préventive, et le L163.1, qui stipule que si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. Il faut absolument rappeler ce dernier point au maître d'ouvrage qui tend à ne pas, parfois, soit ne pas le connaître, soit peut-être y attacher une importance toute relative. Donc, identifier des impacts qui potentiellement ne seront pas compensables en amont, c'est indispensable pour éviter de conduire un projet à sa perte pendant des années, alors qu'on aurait pu dès le début éviter ces impacts. Et pour cela, je vous invite à consulter les guides édités par le ministère de la Transition écologique ou par l'OFB. J'ai l'impression que c'est assez rarement le cas. En particulier, le guide de l'approche standardisée du dimensionnement de la compensation,
qui présente beaucoup d'informations extrêmement importantes pour toute la méthodologie de dimensionnement, mais également pour la séquence et l'arbre de décision qui doit prévaloir à la conception d'un projet avec des impacts sur la biodiversité. Et la première étape de cet arbre de décision, c'est identifier les impacts non compensables. Je vous y renvoie des exemples de ce qui est cité dans ce guide. Qu'est-ce qu'on appelle des impacts non compensables? C'est une biodiversité qu'on considère comme irremplaçable parce que des écosystèmes dont la temporalité de fonctionnement, voire de reconstitution, est incompatible avec une restauration à échelle humaine en état actuel des connaissances. On considère effectivement qu'on ne sait pas compenser des milieux primaires à un temps satisfaisant. Forcément, un milieu primaire, il va mettre 300 à 400 ans, ça va dépendre, parfois moins, parfois plus, à se reconstituer. Donc, on n'est pas dans une temporalité de la compensation. C'est la même chose pour des tourbières. C'est également la même chose pour des forêts anciennes avec un sol forestier qui n'a pas changé depuis des siècles. Et vous savez que la définition des forêts anciennes, c'est les forêts qui sont restées à l'état forestier, qui n'ont pas bougé depuis le minimum boisé en France qui était en 1850. Et on a beaucoup de dossiers avec des projets qui se font sur des forêts anciennes. C'est fréquent. Pareil pour les milieux prairiaux anciens, les bancs de merle, les herbiers de zoster, les récifs coralligènes, etc., etc. Et puis aussi des écosystèmes qui sont conditionnés par des présences de formations géologiques particulières qui fait qu'on ne pourrait pas restaurer ailleurs ces écosystèmes. Donc point d'intention très important. Et ensuite, la base sans quoi rien ne tient, évidemment, la qualité des inventaires d'état initial, le cœur de votre métier. Alors ces inventaires, ils doivent concerner tous les groupes avec des espèces protégées potentielles dans la zone géographique du projet. Ça va de soi, c'est mieux en le disant. Ça veut dire que quand il y a des coléoptères protégés potentiels, il faut les chercher. Ça ne veut pas dire faire un inventaire de tous les staphylins, ça veut dire aller chercher les espèces protégées potentielles, qui sont en général des espèces saproxyliques. Ça va dépendre. Donc, quand on est dans le sud-est de la France, il peut y avoir d'autres types d'espèces. Très fréquemment sont omis les investigations des cours d'eau, même quand on a un projet qui porte sur un cours d'eau, ce qui est quand même surprenant, et notamment aussi quand on a un projet avec des impacts sur les cours d'eau liés à des franchissements d'infrastructures. Les bureaux d'études souvent sont peu habitués à faire des inventaires poissons, c'est notre compétence, les pêches électriques ou les bivalves. Il faut absolument ne pas oublier ça. Forcément, c'est assez mal compris. Et puis, évidemment, plusieurs périodes de passage par groupe qui doivent permettre de détecter le plus d'espèces présentes possible et avec des protocoles clairement expliqués et adaptés. Alors, évidemment, il y a une question de proportionnalité en fonction de la taille de la surface du site, du type d'impact possible, mais clairement, le minimum pour les oiseaux, par exemple, il faut au moins 3 passages entre mars et juin. On ne va pas accepter des dossiers avec des oiseaux qui sont uniquement inventoriés en juillet, août, et même avec un seul passage au printemps, ça ne suffit pas parce que les oiseaux ne sont pas détectés à chaque passage, parce qu'il y a des migrateurs qui n'arrivent qu'en mai, etc. Et éviter, alors, parfois on a des dossiers où il y a seulement des IPA. Les IPA, c'est une bonne méthode, mais c'est une méthode qui ne permet pas de détecter des espèces rares, donc, ou alors beaucoup moins. Donc il faut coupler des IPA avec des passages dans la zone beaucoup plus conséquents pour chercher les espèces à détection faible. Il faut aussi un passage nocturne au moins pour les rapaces nocturnes et les engoulevents. En ce qui concerne les chiroptères, il faut au moins 2 périodes, celle de juin-juillet et celle de septembre, et il faut des enregistrements de nuit complètes avec des dispositifs de type SM3 et autres. Pour les mammifères non volants, là, c'est le plus compliqué. Il faut des combinaisons de méthodes et de périodes qui sont nécessaires en fonction de la présence d'espèces supposées et qui ont souvent une détection difficile. Hein, le cas des crossops, des muscardins, de la loutre. Donc là, des pièges, que ce soit des pièges photos, que ce soit de la recherche d'indices d'alimentation, de crottes. Là, c'est à vous d'être inventif. Les amphibiens, il faut absolument des passages nocturnes, il faut absolument des passages précoces en mars-avril. Il en faut aussi un plus tardif pour les espèces plus tardives, mais on ne peut pas avoir des dossiers sur lesquels les amphibiens ont été prospectés qu'en juin, ce n'est pas satisfaisant. Et pour les reptiles, pareil, on a souvent des cas où il n'y a aucune prospection printanière, alors que c'est là que le maximum de détection a lieu. Et la pose de plaques reptiles, elle est quasiment indispensable pour maximiser la détection des serpents. Les insectes, il faut au moins un passage mensuel entre mai et août à amplifier entre les espèces potentielles ciblées. Et puis la flore, on attend vraiment qu'il y ait des passages précoces et tardifs pour détecter toute la guilde d'espèces qui s'expriment dans l'année. Un exemple, ça c'est ce que je présente parfois à mes étudiants, mais vous voyez là pour un data center dans l'Essonne, eh ben,
si je vous mets les dates qui nous sont présentées, qui nous ont été présentées à droite, vous voyez qu'en fait, il y a des inventaires quasiment qu'entre septembre et décembre pour la faune, avec un seul passage en juin pour la faune. Évidemment, là, le dossier, on n'examine pas beaucoup plus quand on a des inventaires aussi lacunaires. Les inventaires, ils doivent couvrir la totalité de la zone du projet, et plus la zone est grande, plus le temps consacré doit y être élevé, c'est la proportionnalité. On attend à ce qu'il y ait des listes détaillées toujours et des cartographies au moins en annexe, pas uniquement pour les espèces protégées. Attention, enfin, on observe qu'il y a souvent un effort assez disproportionné sur les plantes exotiques envahissantes. C'est un sujet, les exotiques envahissantes, mais ce n'est pas forcément le sujet d'une demande de dérogation, donc vous pouvez les traiter, mais quand on a 10 cartes sur les EEE, une seule carte sur les plantes protégées, on ne comprend pas trop. Les méthodologies, elles doivent être adaptées aux impacts potentiels du projet. Par exemple, pour les projets éoliens, on s'attend à une forte méthodologie d'inventaire chiroptère, une forte pression d'inventaire. Et on aime bien avoir une vision générale sur les écosystèmes, les fonctionnalités, des investigations sur des groupes taxonomiques moins habituels qui permettent de mieux appréhender les enjeux. Par exemple, des inventaires plus poussés pour les éoliennes, je ne détaille pas. À quoi ça sert? Ça permet aussi d'éviter des déconvenus, hein, comme ici l'abattage de platanes à Strasbourg, c'est un sujet qui était connu. Il n'y avait pas eu d'expertise chauve-souris parce que ça avait été jugé sans enjeu. Et lorsque les platanes ont été coupées, 488 noctules dans l'un des 6 platanes, dont la majorité, heureusement, pu être sauvée. Alors ensuite, la qualification des enjeux, elle est généralement bien menée, mais souvent, il y a une omission des critères de rareté ou de responsabilité régionale et un surpoids qui peut donner à des listes rouges dans un contexte où certaines sont anciennes. Et typiquement, on se retrouve avec des espèces qui sont en déclin récent, mais il y a des espèces qui ont des fluctuations et qui sont encore assez communes, comme le chardonneret élégant, qui vont se retrouver avec un enjeu plus fort que des espèces qui sont mal évaluées, comme l'effraie des clochers, parce que c'est une espèce nocturne qui est passée un peu en dehors des radars du stock et qui est une espèce en beaucoup plus grand déclin. Donc n'hésitez pas à apporter votre expertise aussi dans l'évaluation des critères et pas avoir simplement une application uniquement standard par grille. Et ne pas oublier de se rapprocher des animateurs des plans nationaux d'action lorsque vous avez un impact sur des espèces à PNA, c'est important. Ensuite, en ce qui concerne les impacts, on a souvent dans des dossiers un manque de clarté entre la zone d'étude et la zone d'implantation stricte du projet. Les impacts se mélangent et du coup, on ne sait plus, nous, de quoi on parle. C'est important qu'il y ait toujours une grande clarté entre le nombre d'hectares par habitat détruit avant et après évitement et réduction. Toutes ces informations sont très importantes pour bien comprendre un dossier. Et les grands défauts qu'on constate, c'est le manque de prise en compte des impacts cumulés. Je sais que c'est compliqué. Attention, la réglementation, elle a changé en 2021. Maintenant, c'est tous les projets qui sont autorisés, qui ont été autorisés ou qui sont en cours d'instruction par les services de l'État qui doivent être analysés. La loi ne donne pas de définition temporelle. Nous, on attend au moins 10 ans des projets sur les 10 dernières années. Attention à ne pas être moins 10 ans sur ces impacts indirects, et notamment les impacts qui sont liés aux ruptures de continuité écologique, les impacts qui sont liés aux collisions, c'est aussi pour les infrastructures de transport, les impacts liés au bruit, les impacts liés aux OLD. Je vous rappelle la jurisprudence du Conseil d'État en 2023 à Gardanne pour l'étude d'impact qui dit que l'appréciation de ces effets suppose que soit analysée dans l'étude d'impact non seulement les incidences directes sur l'environnement de l'ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d'être provoquées par son utilisation et par son exploitation. Je vais un peu plus vite parce que je vois le temps qui passe, hein. Les mesures ERCA, attention à bien les qualifier. On a beaucoup de dossiers dans lesquels on a des mesures d'évitement qui sont en fait des mesures de réduction, des mesures de compensation qui sont en fait des mesures de réduction, des mesures de compensation qui sont en fait des mesures d'accompagnement, etc. Et pourtant, nous avons un très bon guide du ministère, un guide TEMA qui date de 2018 et qui semble ne pas être connu par beaucoup d'entre vous. Donc, je vous invite vraiment, à chaque fois que vous qualifiez, que vous faites vos propositions de mesures, à vérifier qu'elles soient en bon endroit dans le guide TEMA. Ça paraît basique, mais je vous invite à le faire. Attention à la confusion aussi, alors c'est notamment parfois pour les carriers, de mesures de réaménagement post-exploitation et de mesures compensatoires. On a parfois un flottement comme ça. Les mesures compensatoires, elles doivent être effectives en théorie au début des impacts. On sait que ce n'est pas toujours possible, mais au maximum, donc ce n'est pas la même chose. Par contre, ça peut permettre de penser le dimensionnement de la compensation. Plus ce réaménagement est ambitieux, moins la compensation nécessairement est grande. Et puis, eh bien, typiquement, on ne met pas en compensation des mesures qui sont, dont la fiabilité est faible. Typiquement, les nichoirs, ce pas des mesures de réduction ou de compensation parce qu'elles conviennent qu'à de rares espèces, sauf dans les cas où elles sont particulièrement ciblées sur une espèce concernée par le projet et que leur probabilité d'occupation apparaît élevée. Par exemple,
un faucon pèlerin qui est délogé au sein d'une carrière et pour lequel on installe un nichoir à proximité bien conçu, ça peut être qualifié de compensation ou de réduction. Les mesures d'évitement, attention, là je vous donne un exemple en photo pour aussi vous montrer qu'on est attentif à ce que l'évitement soit du vrai évitement, et parce que parfois concrètement sur le terrain, ça ressemble à ça. Là, je vous mets quelques photos parfois de dossiers sur lesquels moi j'ai été, me suis rendu. Ça c'était de l'évitement par exemple. En termes de fonctionnalité, ça sera pas très efficace. Attention également aux faux évitements. Disons qu'on l'identifie. Là, par exemple, sur cette plateforme Conforama, c'était cette petite zone-là, on voit qu'elle n'est pas du tout dans la géométrie du projet, mais le pétitionnaire, le maître d'ouvrage, avait vraisemblablement besoin de proposer un évitement et nous a indiqué cette petite parcelle. Les mesures de réduction, c'est l'aspect central de la séquence ERC, enfin, c'est l'un des aspects centraux. Et alors, souvent, elles sont très bien menées, clairement. Mais parfois, elles sont un peu bâclées et on comprend, il y a beaucoup de travail pour le bureau d'études, mais des fiches, mesures toutes prêtes, parfois peu adaptées au dossier, avec des impressions de copier-coller, qui peuvent faire mauvais genre dans un dossier. Attention également aux formulations au conditionnel qui n'engagent pas. Euh, Par exemple, les périodes de travaux devraient se tenir entre septembre et octobre. Non, il faut des engagements formels et dont on sait qu'elles seront transcrites comme telles dans l'arrêté préfectoral. En tout cas, nous, quand on a du conditionnel, on est inquiet. Et puis, pour rappel, donc depuis le jugement de l'arrêt du Conseil d'État de 9 décembre 2022, les mesures de réduction doivent présenter des garanties d'effectivité. C'était déjà le cas avant, mais simplement, c'est ça aussi qui justifie ou non la dérogation. Mais dans tous les cas, elles doivent avoir des garanties d'effectivité. Sinon, il s'agit d'accompagnement. C'est comme les mesures compensatoires. Donc, quand on a des mesures de réduction dont on n'est pas sûr de l'effectivité, nous, on demande à ce qu'elles passent en accompagnement. Et c'est le cas, par exemple, des dispositifs de détection des rapaces pour les éoliennes qui sont, pour la grande majorité, encore très inopérants, avec beaucoup de défauts. On a vu beaucoup de collisions de grands rapaces sur des parcs éoliens qui étaient équipés, des pannes fréquentes du matériel ou un entretien insuffisant qui fait que ça ne fonctionne pas comme souhaité. Pareil pour les transplantations de certaines espèces végétales sur lesquelles on n'a pas de retour d'expérience et on ne sait pas du tout si ça a fonctionné, c'est plutôt de l'accompagnement. Les mesures de réduction qui prêtent particulièrement à débat ou à avis défavorables, en particulier, c'est revenons sur les éoliennes, et bien le bridage. Le bridage, c'est un point central de notre analyse d'un dossier des éoliennes, puisque c'est là que va se jouer l'impact sur les populations de chauves-souris. Un bridage d'éoliennes trop faible, trop petit bras, forcément, ça risque de conduire à un avis défavorable. Donc, voilà, l'équilibre entre la production et la biodiversité est à trouver, mais ne négligez pas, ne négligeons pas l'impact cumulé considérable que les éoliennes peuvent avoir pour les chauves-souris, qui sont des espèces longévives et en grand déclin. Un autre type de mesure qui est souvent maltraité, c'est le franchissement des cours d'eau par les infrastructures avec des. Nous, on attend vraiment que les ponts qui surplombent ces rivières ne diminuent pas le lit mineur, n'enserrent pas le lit mineur. Donc là, vraiment une attention particulière au génie écologique des cours d'eau. Des passages faunes pas assez ambitieux dans le cas d'infrastructures, et notamment souvent l'absence de passage supérieur pour la création d'infrastructures, alors que maintenant les SRCE, les SRADET le demandent. Et l'absence de gestion écologique des emprises, ça c'est un point fondamental aussi, mais qui est généralement quand même bien mené. Pourquoi de telles exigences? Eh bien, c'est aussi qu'on est conscient que certaines mesures sur le papier bien décrites peuvent, lorsqu'elles sont mises en œuvre, être très loin de ce qui était prévu. Là, par exemple, c'était des créations de haies au sein d'une ZAC. Quand j'ai été voir sur le terrain ce à quoi ça ressemblait, ça, c'était une des haies, donc cartographiée en mesure de réduction. Également, en termes de gestion écologique des emprises, vous voyez, là, c'était toujours sur Conforama, l'aménagement paysager du site, c'était censé être un décor vivant qui réponde à des enjeux écologiques, à des enjeux de qualité esthétique. Bon, là, on n'est qu'un an après la création de la plateforme, mais même avec ce type de surface, on va avoir du mal à en faire quelque chose. Et en bas, pareil, une mesure de réduction qui, en fait, était du pâturage déjà existant, et c'est la butte qu'il y a derrière, qui est censée être une nouvelle zone de pâturage qui est évidemment pas fonctionnelle. Également, très fréquent, en théorie, on va mettre des barrières à amphibiens qui vont empêcher le passage des amphibiens vers la zone chantier, mais quand on va voir ces barrières à amphibiens, elles sont souvent en mauvais état, parfois elles sont interrompues d'un coup et les amphibiens peuvent les contourner.
Donc voilà, décalage, on est au courant qu'il y a souvent un décalage entre la théorie et la pratique sur la mise en œuvre des mesures, ce qui nous rend aussi plus exigeants dans leur description et le fait que les chantiers doivent être suivis par des écologues. Et enfin, et pas enfin, mais j'ai presque, j'arrive au bout quand même, les impacts résiduels qui sont une faiblesse de la majorité des dossiers. Pourquoi? Parce que bah, c'est l'aspect sur lequel on a souvent la plus grande subjectivité d'interprétation du bureau d'études. Et en plus, c'est ce qui va dimensionner la compensation. Donc, c'est celui sur lequel on peut supposer que le maître d'ouvrage peut apporter la plus grande pression sur le bureau d'études, en espérant ne pas avoir trop à compenser et donc aussi trop d'argent à mettre dans la compensation. Mais nous, quand on a des passages d'impact brut modéré ou fort à un impact très faible ou négligeable, avec simplement quelques mesures de réduction qui sont en général de l'adaptation du calendrier des travaux, une petite gestion écologique des emprises, alors qu'au final, on perd quand même 90% de l'habitat de l'espèce, on ne comprend pas. Et donc, vous voyez là, par exemple, un impact résiduel très faible qui ne va pas donner lieu à de la compensation pour le damer de la succise, alors qu'on perd quand même son habitat, ben, c'est pas acceptable. Si, il reste un impact résiduel, qu'on accepte de le baisser. Donc là, c'est très important d'objectiver beaucoup plus cette phase. Là, typiquement, déjà, on est sur quelque chose de beaucoup plus détaillé, et ce qui permet aux personnes du CNPN de beaucoup mieux comprendre la démarche qui a mené à diminuer le niveau d'impact résiduel. Mais je vous invite vraiment à être beaucoup plus précis, pour le coup, sur ce qui vous fait aller d'un impact brut à un niveau d'impact résiduel et de le justifier. Et si c'est bien justifié, nous, on le comprendra et on le suivra. Mais si c'est un coup de baguette magique, ça passe pas. Une méthode de dimensionnement, je vous ai parlé de l'approche standardisée de ce guide. Elle est attendue dans chaque dossier, elle est indispensable, le dimensionnement de la compensation. Et alors là, je ne vais pas vous donner de conseils précis, mais on pourrait y revenir. Il y a un groupe de travail qui travaille un peu dessus au CNPN. Évitez des méthodes qui sont uniquement qualitatives. Expliquez bien vos critères de notation. Attention à des plafonds ou des planchers trop bas. Il faut vraiment qu'on puisse bien mesurer à la fois le niveau d'impact et aussi à pas surgonfler les gains, les gains qualitatifs attendus. On est assez attentif à tout ça. Attention à ne pas être uniquement dans une approche espèce centrée et évidemment à tenir compte du type de compensation envisagé. On ne va pas avoir le même ratio de compensation attendu selon qu'on va désartificialiser une zone extrêmement pauvre ou qu'on va apporter de la gestion sur un site qui est déjà à forte naturalité. Et donc, de toute manière, pour une méthode de dimensionnement, ça implique forcément un travail sur les gains potentiels. Et travail sur les gains potentiels, ça implique forcément une connaissance de l'état des sites de compensation qui sont envisagés. Et là encore, on a souvent un gros écueil sur l'inventaire de ces sites de compensation. Alors moi, ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure sur les inventaires, c'est que les inventaires faune-flore, ils peuvent se faire en une année. Pour nous, on n'est pas du tout, on ne demande pas forcément ce qui se fait sur 2 ans, 3 ans. On est conscient que le temps est compté dans la durée de vie d'un dossier. Par contre, en année 2, c'est en général le moment de programmer des inventaires des sites de compensation. C'est extrêmement important. La compensation, encore une fois, dans son dimensionnement, il faut prendre en compte le risque que ça ne fonctionne pas. On sait qu'en termes de génie écologique, il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup de sols, de terrains qui s'y prêtent pas si bien. Notamment, là, je vous ai mis des photos de mares à sec en avril, qui étaient des mares de compensation destinées aux calamites. Et ben, c'est souvent le cas. Les mares, c'est parfois imprévisible. On les fait parfois dans des endroits qui ne sont pas appropriés. Donc, il ne faut pas hésiter à en faire plus, à en faire à différents endroits. Et puis aussi, la compensation, c'est un savoir-faire. Et la compensation à la demande, elle présente de nombreuses limites parce qu'elles sont souvent mises en œuvre dans un temps très contraint par des pétitionnaires dont ce n'est pas le métier, par des bureaux d'études qui vont faire des propositions mais qui ne vont pas être à la manœuvre en matière de travaux de génie écologique. Et donc nous, clairement, on incite à faire porter votre compensation par un opérateur de compensation dont c'est le métier. C'est en général la gage de la meilleure chance de réussite de votre compensation. Voilà encore un exemple de choses qui fonctionnent, qui n'a pas fonctionné malgré peut-être une bonne volonté, une roselière qui est jamais partie. Et donc la compensation, ne pas oublier qu'elle doit être effective pendant toute la durée des impacts. Ça, c'est la loi qui le prévoit. Alors, c'est difficile à mettre en œuvre. Pour vous en sortir, prévoir des rétrocessions à un conservatoire, des acquisitions, évidemment. Éventuellement, si ce n'est pas possible, des obligations réelles environnementales,
des baux amphithéotiques ou même davantage de la mise en protection forte. En matière d'équivalence écologique et de distance au projet, on est relativement souple. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en termes de distance, eh bien, c'est difficile de trouver des sites de compensation. Même en termes de distance, quand un site est trop proche de l'infrastructure, parfois il peut constituer un piège écologique. On va refuser généralement des compensations qui sont situées en bord d'autoroute. Ça paraît évident, mais comme la loi dit que ça doit être au plus près des dommages, eh ben, elle a un certain défaut là-dessus. Donc, en tout cas, il ne faut pas que la compensation constitue un piège. Et puis en termes d'équivalence, cette notion est quand même problématique aussi parce que bah, les individus, les espèces ne sont pas interchangeables comme ça. Et surtout, on sait, nous, écologues, que quand on va faire de la réhabilitation, de la réactivation de milieux, on ne va pas savoir exactement dans quelle espèce, vers quelle espèce, quelle communauté précise il va y avoir. On n'est pas des dieux tout-puissants qui savons exactement quoi faire dans la nature. Donc, c'est l'effort et c'est l'intentionnalité. Et effectivement, derrière, ben, l'évaluation des espèces qui seront présentes est important, mais on n'est pas au un pour un pour chaque espèce précise. Voilà. Par contre, ce sur quoi on est extrêmement attentif, c'est l'additionnalité des mesures, additionnalité écologique et administrative. Là-dessus, on est assez rigide, forcément. Donc, si on a déjà un milieu très, très riche avec une additionnalité écologique qui est faible, bah, la mesure, elle va quand même être regardée avec plus de perplexité. Et surtout, cette additionnalité administrative qui peut-être ne vous parle pas à tous, qu'est-ce que disent les lignes directrices du ministère là-dessus? Que les mesures compensatoires doivent être dans tous les cas additionnelles aux actions publiques existantes ou prévues en matière de protection de l'environnement, par exemple, plan de protection d'espèces, instauration d'un espace protégé, programme de mesures de la directive 4 sur l'eau, train vert et bleu. Elles peuvent conforter ces actions publiques en se situant par exemple sur le même bassin versant ou sur un site Natura 2000, mais ne pas s'y substituer. Voilà, et ça c'est central. Et donc nous, quand on a des mesures compensatoires situées en site Natura 2000, il faut que les mesures compensatoires démontrent qu'elles vont plus loin que le document d'objectif et qu'elles ne se substituent pas à un manque d'action de l'opérateur, de l'animateur Natura 2000 qui ne met pas en œuvre son plan de gestion. C'est fondamental et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup cet écueil, donc je vous invite à y être attentif et peut-être que maintenant vous comprenez mieux certains de nos avis défavorables sur ces sujets uniquement. Et enfin, je termine avec les suivis. Prévoir des suivis standardisés comparables d'une année sur l'autre, c'est très important. Pour les sites de compensation, jusque-là, on n'arrive pas à évaluer correctement les sites de compensation parce qu'il n'y a souvent pas de suivi standardisé qui a été mis en œuvre au temps zéro. Et, euh, et puis, ne pas hésiter à mettre en place des collaborations avec des organismes de recherche pour les projets plus nouveaux, les thématiques un peu sur lesquelles on sait moins de choses. Voilà, en conclusion, je suis désolé, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Les attentes du CNPN sont celles qui sont prévues par la loi et par la réglementation. On n'invente pas nos propres jurisprudences, même si évidemment parfois on va avoir, je vous l'ai montré, certains points d'attention avec des exigences fortes, d'autres avec un peu plus de lâcher, parce que bah, notre expérience montre qu'il y a des choses, on sait qu'on ne peut pas faire aussi clairement que ce que la loi l'écrit, hein, des principes de réalité. Éviter les dossiers. Alors, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant de cas où on sait, et on sait par vous aussi, par le bouche à oreille, que ben, les maîtres d'ouvrage vous demandent d'éviter de passer en CNPN, en CSRPN, d'éviter les dérogations. C'est vraiment pas forcément une solution si on veut un beau dossier qui soit finalement, euh, eh bien, qui respecte enfin, qui soit intéressant d'un point de vue aussi bien sociétal qu'environnemental. Éviter les dérogations, c'est pas forcément la solution. Puis j'ai mis exemple éolien, pourquoi? Parce qu'il y a eu bah, même des dossiers qui ont été annulés depuis avec des injonctions à démontage. Être à l'écoute des services instructeurs, c'est extrêmement essentiel parce qu'en général, ils sont de bons conseils et les allers-retours avec eux, et parfois ils finissent par attendre du CNPN qu'on délivre le message qu'ils ont essayé de délivrer pendant toute l'instruction et qui n'a pas été écouté. La meilleure façon, et ça, faut vraiment le répéter, le marteler au maître d'ouvrage, la meilleure façon de faire accélérer un projet, c'est d'avoir un bon dossier dès le début. Et enfin, certains projets qui ont des impacts trop élevés ne recevront jamais d'avis favorable parce qu'ils sont mal placés. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien faire comprendre. Et donc, quand les impacts ne sont pas compensables, on ne fait pas le projet là. Et enfin, ça c'est peut-être une parenthèse, mais c'est sur l'indépendance de l'expertise et on n'aura pas le temps d'en débattre aujourd'hui, mais je pense que c'est essentiel que les bureaux d'études aient bien en tête de garder cette notion. Elle est compliquée puisque vous êtes généralement payé par un maître d'ouvrage. Mais nous, on a envie de croire que cette expertise, elle est indépendante à chaque fois. On en cherche quand même les gages.
Et moi, je vous invite typiquement à laisser, quand vous passez en CNPN, le maître d'ouvrage lui-même défendre la raison impérative d'intérêt public majeur de son projet, par exemple. Le bureau d'études, c'est moins son travail. Vous, vous êtes là pour l'accompagner sur l'aspect écologique, pas pour défendre le projet en soi. C'est important d'un point de vue de l'indépendance. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et il nous reste un petit quart d'heure, je crois. Merci beaucoup, Maxime. Je propose aux participants non pas d'ouvrir les micros pour poser des questions en direct, ça risque d'être compliqué, mais de déposer quelques questions dans le chat si vous le souhaitez. Il y en a une première de l'ARB Occitanie. Pourquoi avoir choisi un pas de temps sur 10 ans pour l'identification des effets cumulés? Une doctrine nationale serait vraiment intéressante sur le sujet. On n'a pas de doctrine nationale, donc c'est pour ça on attend au moins 10 ans, mais on n'a pas. Clairement, en fait, on part de tellement loin dans l'analyse des effets cumulés. La plupart des dossiers le font pas, le font mal, le traitent en une page parce qu'il faut le traiter. Ils se disent, bah tiens, si on a tant qu'on lit, en fait, la plupart des dossiers se contentent de lister les projets qui existent et leurs impacts, mais c'est tout. On a quelques bureaux d'études qui font vraiment l'effort d'essayer de les quantifier, notamment sur l'éolien, c'est très important parce que quand on a 15 projets éoliens dans le même secteur, votre projet éolien seul, il peut paraître avoir peu d'effets, mais quand nous ce qu'on constate quand on a examiné d'autres effets d'autres dossiers éoliens juste à côté, c'est ces effets cumulés qui sont parfois très, très inquiétants. Et donc là, je sais que l'analyse peut être compliquée à faire. L'UPGE nous avait déjà dit que c'était aussi quelque chose dont vous étiez conscient de la faiblesse des expertises. Voilà, donc si on commence déjà à le faire avec les projets, peut-être sur les 10 dernières années, je ne sais pas, les 15 dernières années, oui, je ne l'avais pas écrit dans le PowerPoint, hein, c'est moi qui vous l'ai dit à l'oral, parce que justement, on n'a pas de doctrine sur le nombre d'années. Je ne veux pas m'engager là-dessus, mais je pense que déjà au moins une dizaine d'années, c'est le minimum. Merci. Toujours l'ARB Occitanie. Actuellement, la durée des impacts me semble souvent sous-estimée, généralement compensation sur 30 ans. Est-il prévu de mieux objectiver cette réalité par typologie de projet? Bah là, c'est au cas par cas, hein, parce que quand un projet il a un impact, quand on a une route, la route, elle a un impact permanent. Quand on a une ZAC, la ZAC, elle a un impact permanent. Donc pour moi, c'est très clair. Et là, on demande d'avoir une compensation maximisée d'un point de vue temporel. Ça prête plus à confusion quand on a des dossiers type éolienne ou photovoltaïque qui sont en général pour 20-30 ans et sur lequel il y a un démantèlement qui est programmé, sauf que souvent, après, on suppose que dans 30 ans, il y aura ou dans 20 ans, qu'il y aura de nouvelles tables photovoltaïques, qu'il y aura de nouvelles éoliennes. Et le risque, c'est que lors des repowering, il n'y ait pas de nouveaux dossiers de dérogation. Et donc là, on aura moins de contrôle sur les mesures de compensation qui seront mises en œuvre. Peut-être même qu'il n'y en aura plus, on ne sait pas. Donc il y a un flou qui subsiste. Et là encore, pour ça, le mieux, c'est de prévoir des mesures de compensation qui sont pérennes. Mais on peut comprendre de la part d'un maître d'ouvrage que si c'est pas, comme c'est pas potentiellement plus lui qui l'exploitera lors de la phase suivante. Mais vous voyez l'importance que dans les repowering, on ait à nouveau des dossiers de dérogation. C'est aussi ce qui vous sécurise, vous, ce qui fait qu'on n'attend pas plus de vous. Alors que par contre, si on sait que derrière, il y aura plus de dossiers CNPN, on va être beaucoup plus attentif à des mesures sur le long terme. L'UNICEF demande quel retour faites-vous aux instructeurs par rapport aux dossiers qu'ils transmettent? Alors, les instructeurs, on a des dossiers, on a des échanges avec eux, essentiellement pour les dossiers qui passent en séance. Et là, on leur demande plutôt comment s'est déroulée l'instruction. On leur pose des questions précises sur des choses qui sont pas forcément claires dans le dossier. Mais en tout cas, quel retour on leur fait, c'est pas notre rôle. Notre rôle n'est pas de leur faire un retour. Par contre, on a régulièrement des échanges avec les services instructeurs. On va avoir un séminaire prochainement avec les services instructeurs voilà, un peu dans l'esprit de ce qu'on fait aujourd'hui, hein, comprendre mieux chacun comment on travaille. Mais en tout cas, c'est pas nous on leur fait pas spécifiquement de retour. Si la LPO demande que se passe-t-il lorsque des mesures compensatoires sont clairement inefficaces, avec les exemples qui ont été montrés sur le projet ou pour les instructions suivantes par le CNPN? Eh bien, le CNPN, nous on n'est pas
notre rôle n'est pas d'aller contrôler les mesures compensatoires et les projets ultérieurs, malheureusement. On aimerait bien avoir plus de suivi des projets sur lesquels on a donné un avis. C'est vraiment entre les mains des services instructeurs et de l'OFB, et puis des associations comme la LPO qui peuvent ensuite, si elles considèrent, si il est évident que les mesures compensatoires ne respectent pas ces garanties d'effectivité et de résultats qui sont prévus par la loi, d'aller en justice. Pour l'instant, il y a en plus très peu de jurisprudence là-dessus, ce qui fait, et comme les maîtres d'ouvrage savent qu'il y a aussi peu de contrôle, ça n'incite pas nécessairement à mettre en œuvre les mesures compensatoires avec tout l'enthousiasme qu'il faudrait. Donc là, c'est le CNPN, bah, quand on a des retours qui nous sont faits de mesures compensatoires d'un maître d'ouvrage qui sont très mal menées, forcément, quand on a un projet qui vient avec le même maître d'ouvrage après, on va être attentif et on va lui faire savoir que ces mesures n'avaient pas fonctionné, mais c'est pas on ne peut pas le sanctionner en tout cas. Mais c'est ce qui fait, c'est ce que je vous explique, c'est qu'on est très attentif au dimensionnement de la compensation parce qu'on est au courant du taux d'échec important et du taux de réalisation pas toujours très bon des mesures. Alors, attendez, les questions arrivent. Maxime, il y en a deux, trois qui viennent d'arriver. Je ne sais pas si tu en Maintenant, je choisis. ne les ai pas ouvertes. Vu que... Ah, pardon. Qu'est-ce qu'on a là? Quand un projet a déjà bénéficié d'une DUP 1 ou 2 ans auparavant, pourquoi n'est-ce pas toujours considéré comme suffisant comme démonstration de cet intérêt concernant les raisons d'intérêt public majeur? Alors, la DUP, souvent, elle est faite très en amont, avant que l'étude d'impact ait pu caractériser suffisamment les impacts sur la faune et la flore, par exemple. Ça va dépendre, hein, mais elle va moins loin qu'un diagnostic faune-flore précis. Ensuite, une DUP, c'est une utilité publique, c'est pas forcément une raison impérative d'intérêt public majeur. Une raison impérative d'intérêt public majeur, elle doit démontrer enfin, voilà, c'est impératif et majeur, c'est quand même plus fort utilité publique. La loi fait bien la distinction, le juge fait bien la distinction. Une DUP, elle a comme objet de pouvoir procéder, c'est pardon, cadré par la loi, à des expropriations. C'est pas du tout le même objectif qu'une RIIPM. Maintenant, vous n'êtes pas le seul à faire ce rapprochement, et le législateur l'a fait lors de sa dernière loi sur l'industrie verte. Et maintenant, au cas par cas, le Conseil d'État, dans un décret prochain, va déterminer les projets pour lesquels la RIIPM sera accordée en même temps que la DUP. Et du coup, une consultation du public sera effectuée en amont pour une DUP et une RIIPM. Et du coup, il est possible que l'avis du CNPN soit requis à ce moment-là aussi, on ne sait pas encore, ou du CSRPN, on ne sait pas encore, ça c'est un peu un flou. Mais l'idée, effectivement, de plus déséquencer complètement ces deux notions qui, même si elles ne sont pas identiques, sont, je vous l'accorde, assez proches. Allez, une ou deux dernières questions. La proposition de mesures correctives dans le cadre du suivi post-chantier est-elle appréciée ou apportez-vous plus d'attention sur l'efficacité des mesures compensatoires? De compensation, pardon. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais en tout cas, c'est extrêmement important qu'il puisse y avoir des mesures correctives lors des suivis des mesures compensatoires. On en a, nous, assez peu de retours parce que, bah, une fois que le dossier est parti, nous, on a très peu de suivi, on a même assez peu de retours. Pour vous dire, les mémoires en réponse que vous faites ou que vous contribuez à faire avec le maître d'ouvrage nous reviennent pas en général. Déjà, rien que ça reste chez les services de l'État, sauf lorsque les services de l'État décident que ça nécessite un nouveau passage en CNPN et que le maître d'ouvrage en est d'accord. Donc, autant vous dire que le suivi des mesures compensatoires, nous, on suit pas non plus, encore moins, sauf, et pourtant, parfois on demande d'être mis en copie, on n'a pas le temps en plus, on est très, très, très chargé. Donc, oui, des mesures correctives, c'est essentiel. Moi, je vous invite à le faire au maximum. En fait, c'est plus, comment dire, plus la confiance est grande sur le fait que quand on a des mesures compensatoires qui, sur le terrain, que tout le monde joue le jeu et respecte les règles, plus aussi l'examen des propositions est bienveillante. Et quand on n'entend que des exemples, enfin, que beaucoup d'exemples de mesures compensatoires qui se déroulent très mal sur le terrain, on est beaucoup plus méfiant. C'est ce que j'essaie d'expliquer un peu. Une dernière question. La démonstration d'absence de solution alternative satisfaisante est-elle exclusivement orientée sur les critères de biodiversité? Oui,
Oui, oui, de moindre impact sur la biodiversité. Après, le type, ce qui est important, c'est que l'objectif recherché par le projet, par exemple, faire produire, produire 2 méga, produire, ouais, 2 mégawatts d'énergie photovoltaïque, est-ce qu'elle peut être effectuée à cet endroit-là ou ailleurs avec moins d'impact? Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu être effectuée ailleurs? Pourquoi est-ce que là, c'est pas sur des terres agricoles à côté? Est-ce que, voilà, expliquer pourquoi, en tout cas bien démontrer, parce que nous, d'un point de vue biodiversité, on peut s'attendre à ce que sur les terres agricoles, il y ait beaucoup moins d'impact que sur la forêt qui a été choisie. Donc, nous, le critère d'évaluation à la fin, c'est moins d'impact sur la biodiversité, mais par contre, la démarche qui fait que les solutions alternatives sont pas possibles sur la terre agricole, elles peuvent être de nature sociale, de nature économique, etc. Mais en tout cas, la finalité, c'est est-ce que pour tous ces critères socio-économiques, on aurait pu avoir des choses semblables avec un moindre impact sur la biodiversité. Je ne sais pas si je suis très clair, je commence à m'emmêler dans mes mots, mais évidemment, c'est de moindre impact sur la biodiversité, c'est ça qu'on regarde. Parfait. C'est clair des Merci beaucoup, Maxime. Merci à tous pour cet échange. Je propose, Maxime, à la vue du succès, qu'on réitère peut-être une fois par an un petit podcast de ce genre, si tu es d'accord. En tout cas, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'UPGE afin que les personnes qui n'ont pas pu se connecter, malheureusement, on a été victimes de notre succès, puissent aller le revoir tout à fait librement. Merci à tous et donc bonne journée et à bientôt. Bonne journée, merci beaucoup.